Le soleil du désert ne faisait aucun cadeau. En cette heure brûlante de midi, même l'air semblait s'enflammer, comme si chaque respiration brûlait les poumons. Le sol craquait sous les pieds nus de Marianne, une terre sèche et rugueuse, brûlante comme une plaque de métal. Ses pieds, tannés par les années sans chaussures, ne ressentaient plus vraiment la douleur. Sa peau, brunie et durcie par le soleil impitoyable du Sonora, lui donnait l'allure d'une petite sauvageonne forgée par les flammes. Elle n'avait que 7 ans. Et pourtant, dans son regard, on lisait le poids d'une vie entière. Chaque jour était un recommencement. Survivre. Chercher de quoi manger. Éviter les hommes aux habits trop propres qui voulaient l'enfermer dans un foyer. Trouver un coin pour dormir sans être vue, sans être attrapée. Ce jour-là, comme tant d'autres, elle avait émergé des buissons, le long de la route, les yeux fouillant le moindre recoin. Peut-être trouverait-elle une boîte de conserve oubliée, ou une bouteille vide à échanger contre quelques pièces. Mais ce qu'elle trouva, elle ne l'avait pas imaginé. Encore moins lui. D'abord, elle crut que c'était un cadavre. Un grand corps immobile, figé sous un arbre tordu. Un homme sale, en costume froissé, la barbe en bataille, attaché solidement avec une corde épaisse au tronc rugueux. Sa chemise était trempée de sueur, ses lèvres fendillées, presque noircies par la soif. Lorsqu'il bougea faiblement la tête, elle sursauta et fit un pas en arrière. « Tazigne, murmura-t-il d'une voix grave, rocailleuse. S'il te plaît, de l'eau. » Marianne ne répondit pas. Elle resta à distance. Quelque chose dans son instinct, cet instinct qu'il avait maintenu en vie jusqu'à maintenant, lui hurlait de se méfier. Il est attaché. Donc il l'a mérité, pensa-t-elle. Mais il y avait dans cette voix cassée, dans cette manière désespérée de lever les yeux vers elle, une fragilité qui lui noua le ventre. Elle s'approcha d'un pas prudent. « T'es qui ? » ?»« Je m'appelle Étienne. »« Étienne Riva. »« On m'a enlevé. » Le nom ne lui disait rien. « Étienne Riva ?» Pour elle, ça aurait pu être Pierre, Paul ou Satan, cela n'aurait rien changé. Elle ne connaissait ni les riches, ni les puissants. Tout ce qu'elle voyait, c'était un homme à moitié mort, qui suppliait pour une gorgée d'eau. « Et pourquoi ils t'ont laissé là ? » Il pensait que quelqu'un viendrait me chercher. Mais personne n'est venu. Marianne plissa les yeux. Le désert n'avait jamais été clément. Elle le savait. Si cet homme restait là encore un jour, il mourrait. Elle pensa aussi, si je l'aide, je vais avoir des ennuis. Mais après tout, personne ne se souciait d'elle. Personne ne venait lui demander si elle vivait ou si elle crevait dans un fossé. Alors, pourquoi ne pas aider quelqu'un, juste une fois ? D'accord. Je vais te chercher de l'eau. Mais t'approche pas. Si tu fais un truc bizarre, je te laisse là. Compris ? Il hocha la tête, soulagé. Elle disparut dans les buissons. Étienne Riva, puissant homme d'affaires, ne s'était jamais vu supplier une gamine en haillons. Lui qui passait ses journées dans des bureaux climatisés, vêtu de costumes sur mesure, entouré d'assistants, de banquiers, de stratèges. Il avait l'impression d'être tombé sur une autre planète. Son dernier souvenir clair remontait à Paris, à la sortie de son bureau. Une main l'avait poussé dans un camion. Puis, le noir. Des coups. Des chaînes. Et enfin, le silence brûlant du désert. Il avait cru qu'on viendrait vite le chercher. Après tout, il était Étienne Riva, PDG de l'une des plus grandes compagnies minières du Nord. Mais les jours avaient passé. Sans téléphone. Sans nourriture. Pas même une goutte d'eau. Juste la terre, le vent, et le bourdonnement infernal des insectes. Quand il avait vu apparaître cette petite fille, il avait cru à une hallucination. Mais non. Elle était bien réelle. Et maintenant, elle était sa seule chance. Elle revint 1 heure plus tard. Dans ses mains, une vieille bouteille, crasseuse, remplie d'une eau tiède et trouble. Étienne but comme si elle contenait l'élixir de la vie. Elle l'observait de loin, les bras croisés. « Pourquoi t'es habillé comme ça ?» demanda-t-elle. « Je travaille, enfin, je travaillais dans un bureau. »« Et pourquoi on t'a enlevé ?» Il hésita. Comment expliquer la corruption, les trahisons, les concurrents sans scrupules ? Il y a des gens qui veulent ce que je possède. Elle haussa les épaules. Elle n'avait pas tout compris. Mais elle savait une chose, les gens riches ont toujours des ennemis. Parfois ceux qui les haïssent, parfois ceux qui les envient, parfois les deux à la fois.
Tu veux que je te détache? Si tu peux. Oui. Mais fais attention. C'est serré. Elle s'approcha avec prudence. Fouilla dans son vieux sac à dos élimé. En sortit un petit couteau à manche en plastique rouge. Ça coupe mieux qu'une paire de ciseaux, dit-elle avec un petit sourire moqueur. Étienne ouvrit de grands yeux. Où t'as eu ça? Des types me l'ont donné. Ils m'ont appris à couper des sacs sans me faire voir. Mais j'aimais pas ça. Alors je l'ai gardé. Pour un jour comme aujourd'hui. Il la regardait comme s'il la découvrait pour la première fois. Ce n'était pas juste une gamine sale du désert. C'était une survivante. Elle s'agenouilla devant lui et se mit à trancher la corde avec des gestes fermes, précis. Étienne ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un qui ne venait pas de son monde le sauvait. Et pour la première fois aussi, il se sentit humain. Il se frotta les poignets, douloureusement. Les marques rouges étaient profondes, presque violacées. Marianne s'était assise un peu plus loin, en tailleur, le surveillant toujours. Merci. Vraiment, dit-il, la voix rauque. T'aurais été mort, c'est sûr, répliqua T.L. Ici, personne survit sans eau. Ni toi. Ni moi. Ni personne. Le vent souleva un nuage de sable. Ils se couvrirent les yeux. Le soleil descendait lentement, projetant l'ombre de l'arbre tordu sur la terre craquelée. Un silence inconfortable s'installa. T'as un endroit où dormir ce soir? Demanda-t-il enfin. J'ai mon endroit. C'est pas le tien. C'est le mien, dit-elle, méfiante. Je ne veux pas m'imposer. Juste, ce n'est pas sûr pour toi. Elle éclata d'un rire sec. Et tu crois que c'était sûr pour toi, attaché comme un âne là-bas? Il ne répondit pas. Il se sentait bouillonner à l'intérieur. Comment une gamine de 7 ans pouvait-elle parler avec autant de dureté, d'assurance? T'as de la famille? Elle baissa les yeux. Haussement d'épaule. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr que si. Pas pour moi. Pour toi. Elle se leva d'un bond. Je t'ai aidé. Je te dois rien. Tu peux partir avec tes problèmes de riche. Étienne tenta de se redresser, mais ses jambes fléchirent. Il s'appuya contre l'arbre, vacillant. Marianne le regarda un instant, soupira. Tu tiendras même pas jusqu'à la route comme ça. Y a un vieux camion abandonné pas loin. Je dors là-bas quand je veux pas qu'on me voie. Tu peux venir. À condition de pas mourir en chemin. Elle se mit à marcher, pieds nus, traçant de petites empreintes sur la terre dure. Étienne hésita, puis la suivit. Le camion rouillé, caché derrière des buissons, penchait sur le côté. Les portes pendaient, grinçantes. Une odeur d'huile, de terre et de rouille emplissait l'air. Marianne grimpa avec agilité. Étienne, lui, monta avec peine, se tordant la cheville. Fais gaffe, le géant, lança-t-elle en riant. Ils s'assirent sur le plancher métallique. Elle sortit un sac plastique froissé. Une pomme tachée. Un bout de tortilla. Un bocal contenant un liquide douteux. Tu comptes partager? Demanda Étienne, surpris. T'as eu la vie sauve aujourd'hui. Mais t'en profites pas trop, ajouta-t-elle, lui tendant la moitié de la pomme. Ils mangèrent en silence. Les rayons du soleil filtraient à travers les fentes, dessinant des formes sur leur visage. Tu faisais quoi, avant? Demanda-t-elle. Du business. J'ai une entreprise. Et tu vends quoi? Des métaux. On extrait du cuivre, de l'argent? Elle fit la grimace. Donc toi aussi, tu creuses des trous dans la terre comme les chiens. Étienne éclata de rire. Sincère. Son premier vrai rire depuis des jours. Elle esquissa un petit sourire. Reposa sa tête contre la paroi du camion. Demain, faudra marcher, dit-elle d'une voix douce. Mais si tu ronfles, je te fous dehors. Étienne l'observa. Elle était petite. Sale. Sauvage. Mais forte comme le roc. Et, pour une raison qu'il n'aurait jamais su expliquer, il se sentit soudain plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. De demi. Il y avait dans l'air quelque chose d'indéfinissable, une tristesse muette, lourde, presque palpable. Étienne s'allongea près d'elle sans dire un mot, tandis que la nuit enveloppait doucement le désert. Puis, à l'aube,
un rayon de soleil traversa une fente brisée du camion et vint effleurer le visage encore endormi de Marianne. Étienne, lui, était déjà éveillé. Le dos douloureux d'avoir passé la nuit sur la tôle froide, il n'avait guère dormi. Sa tête bourdonnait de pensées entremêlées, l'entreprise, l'enlèvement, Rodolphe, et cette gamine. Il la regarda en silence. Ses cheveux étaient emmêlés, sa peau parsemée de petites éraflures, ses lèvres fendillées par la sécheresse. Elle dormait d'une main posée sur son sac à dos comme si elle protégeait un trésor. Elle n'était qu'une enfant, mais se comportait déjà comme une survivante endurcie. Avec peine, Étienne se redressa et ouvrit la portière du camion. L'air frais du matin s'y engouffra, vif et revigorant. À cette heure, le désert semblait être un autre monde, paisible, presque beau. Mais il savait que ce calme n'était qu'une illusion passagère. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Marianne d'une voix encore engourdie de sommeil. « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de sortir d'ici. » Elle s'assit en se frottant les yeux. « Et tu comptes aller où ? Tu sais au moins où on est. » Il garda le silence. En vérité, il n'en avait aucune idée. Il avait été inconscient la majeure partie du temps depuis son enlèvement. Tout ce qu'il savait, c'est qu'ils étaient quelque part au nord, près de la frontière. Il fixa l'horizon, espérant y trouver un indice, une route, un poteau, une trace humaine. « Je crois que si on marche vers l'est, on pourrait tomber sur quelque chose, dit-il, essayant de sonner convaincu. Marianne souffla par le nez, l'air blasé. « On pourrait ? Tu sais combien de fois j'ai marché vers l'est, vers l'ouest, vers le ciel ? Et rien, que dalle. » Étienne la regarda. Il allait répondre, se défendre peut-être, mais quelque chose dans son regard le fit taire. Il baissa les yeux. « Tu as raison. J'ai besoin de ton aide. » Marianne le fixa, surprise. Ce n'était pas le genre de phrase qu'elle entendait souvent, encore moins de la bouche d'un homme comme lui. « D'accord, » dit-elle après un moment. « Mais on marche le matin, on s'arrête à midi. À cette heure, le soleil peut tuer. On cherche de l'ombre. Sinon, c'est toi qui finiras dans les pommes, compris, chef ?» Il sourit malgré la fatigue. Ils marchèrent près de 2 heures. Étienne grognait intérieurement à chaque pierre, chaque branche qui s'enfonçait dans ses chaussures hors de prix, déjà ruinées. Marianne, elle, avançait avec une étonnante légèreté, comme si chaque centimètre de ce terrain lui était familier. « Tu n'as jamais eu de maison ?» demanda-t-il, juste pour briser le silence. « Si, mais c'était pire que la rue. »« Et tes parents ? » ?»« Je veux pas en parler. » Il comprit aussitôt qu'il avait touché une blessure ouverte. Il n'insista pas. À la place, il pensa à son propre fils, Rodolphe. Où pouvait-il être? Était-il en sécurité? Savait-il ce qui s'était passé? Ou pire? Était-il impliqué? Soudain, Marianne leva une main. Chut! T'as entendu? Ils se figèrent. Au loin, on distinguait le ronronnement d'un moteur. Sans un mot, ils descendirent dans un ravin et se dissimulèrent dans des buissons secs. Marianne scrutait, concentrée. Étienne, lui, retenait son souffle. Un pick-up blanc passa lentement sur le chemin de terre. 2 hommes à l'intérieur. Marianne reconnut l'un d'eux. C'est eux, ceux qui t'ont laissé attacher. Elle murmura à peine. Étienne sentit un frisson le parcourir. S'ils te voient, ils t'embarqueront. Encore. Ce n'est que lorsque le moteur s'éloigna qu'ils osèrent sortir de leur cachette. Il faut prendre un autre chemin, dit-elle, déterminée. Comment tu sais tout ça? Parce que si tu sais pas te déplacer, tu survis pas. Et moi, je veux pas mourir. Pour la première fois, Étienne comprit que sa vie tenait désormais aux instincts d'une enfant. Pas un garde du corps, pas un médecin, pas un expert. Une gamine, invisible aux yeux du monde. Et pourtant, elle était tout ce qu'il avait. Le soleil de midi les accablait. Marianne marchait devant, son sac pendu d'un seul côté. Étienne la suivait en titubant, suffoquant à chaque pas. Il ne jouait plus les durs. Il était à bout de force, brisé, physiquement, moralement, et surtout, humilié d'avoir dû enterrer son orgueil. Là-bas, dit-elle en désignant une forme à l'horizon. Des ruines. Peut-être un vieil entrepôt. Y a de l'ombre. Parfois un peu d'eau de pluie. Et personne. Tout le monde croit que c'est hanté.
Étienne distinguait vaguement les restes rouillés d'un hangar en tôle. Parfait, murmura-t-il. Si j'y arrive vivant. Fais pas ton cinéma, grogna Marianne sans se retourner. Ça fait à peine 3 heures. Moi j'ai déjà marché le double avec la fièvre et le ventre vide. Moi, je suis vieux, et en miettes. Je suis pas comme toi. Elle s'arrêta. Se retourna. Le regarda. Non. T'es pas comme moi. Toi, t'avais tout, l'argent, le confort, les options. Et maintenant, regarde-toi. Comme moi. Étienne baissa les yeux. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il n'avait rien à répondre. Elle avait raison. Ils atteignirent l'entrepôt quelques minutes plus tard. Tout était en ruine, toits effondrés, murs noircis, poussière et graffiti. Sur le côté, un vieux réservoir d'eau rouillée laissait échapper quelques gouttes. J'ai dormi ici des jours, dit Marianne en entrant la première. Personne vient. Les gens ont peur des fantômes. Moi, c'est les vivants qui me font peur. Étienne s'assit à même le sol, poussant un long soupir. Il ôta ses chaussures en lambeaux et contempla ses pieds couverts d'ampoules. Merci de m'avoir amené ici. Je n'aurais pas supporté une nuit de plus dehors. Je te rends pas service, répondit-elle. J'aime juste pas voir les gens crever. Ça me fout mal. Il esquissa un sourire sincère, malgré sa fatigue. Mal à l'aise ou pas, tu m'as sauvé. Et je t'en suis reconnaissant. Elle haussa les épaules. Avec un peu de bol, demain tu pourras atteindre la route. Quelqu'un te prendra peut-être. Et toi, demanda-t-il, les yeux fixés sur elle. Tu feras quoi? Elle hésita, puis s'assit contre le mur, les genoux repliés. Comme d'habitude. Chercher à bouffer. Éviter les pourris. Pas mourir. Tu vois le genre. Ce n'est pas une vie. C'est la mienne. Le silence retomba. Le vent s'engouffrait dans les interstices du toit brisé, comme un souffle venu d'un autre monde. Dis, Marianne, tu as déjà pensé à aller à l'école? Elle éclata d'un rire sec, sans joie. Et toi, t'as déjà pensé à dormir dans une benne à ordures? Non. Alors on est quitte. Il ne répondit pas. Quelque chose en elle le bouleversait profondément. Sa dureté, son humour tranchant, son intelligence. Cette gamine portait en elle un univers entier, que personne ne regardait. Et lui, avec ses millions, son entreprise, avait passé sa vie à ignorer des mondes comme le sien. À cet instant, Étienne prit une décision silencieuse. Il ne savait pas encore comment, mais il ne la laisserait pas là. Elle méritait mieux. Même si elle ne le demandait pas. Même si elle ne lui faisait pas confiance. Parce que parfois, on ne choisit pas qui sauver. Parfois, on ne peut tout simplement pas continuer en sachant qu'on a laissé quelqu'un derrière. Un sursaut. Il s'était assoupi contre le mur du hangar. Le corps endolori. L'esprit embrouillé. Il avait rêvé de Rodolphe. Son fils, qui criait des mots qu'il ne comprenait pas. Et de Marianne, qui s'éloignait dans un tunnel sombre. Il se redressa d'un coup, paniqué. Où était-elle? Marianne? Appela-t-il, la voix rauque. Quelques instants plus tard, elle entra par l'arrière du hangar, un sac plastique à la main. Ses joues rougies par le soleil. Crie pas. Je suis juste allé chercher à manger. Elle lui lança un morceau de pain aplati et une vieille boîte rouillée. C'est tout ce que j'ai trouvé. Étienne attrapa le pain. Il ne dit rien. Il le regarda. Puis, il la regarda. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose d'inattendu. De l'espoir. Où tu les as trouvés? Demanda-t-il maladroitement. Il y a un stand à une quinzaine de minutes d'ici. Si tu marches vite et qu'on ne te remarque pas, tu peux ramasser ce qu'ils jettent à la fin de la journée. Il la fixa en silence. Cette fille, cette gamine des rues, avait un instinct de survie plus affûté que n'importe lequel de ses cadres supérieurs. Merci, dit-il simplement, sans aucune trace d'ironie. Elle haussa les épaules, comme si ce mot ne signifiait plus rien, puis retourna s'asseoir contre le mur, les genoux repliés contre elle. Pendant qu'il mangeait en silence, Étienne la regardait du coin de l'œil, puis leva les yeux vers les alentours. À l'extérieur du hangar, il aperçut une vieille cabine téléphonique, cabossée et rongée par la rouille. Il hésita un instant, puis se leva.
Ce téléphone fonctionne, demanda-t-il. Marianne éclata d'un rire sec et amer. Tu crois que si c'était le cas, je serais là avec toi? Peut-être qu'il reste une ligne, marmonna-t-il, déjà en train de marcher vers la cabine sans attendre de réponse. Il poussa la porte grinçante. Le combiné pendait mollement à un câble déchiré, mais, miracle, le clavier était encore intact. Étienne composa d'abord le numéro de son bureau. Rien. Pas un souffle de réponse. Il réessaya. Encore. Puis, changea de tactique, il appela Lucienne Herbert, une policière qu'il connaissait depuis des années. Un son. Puis un autre. Et finalement, une voix. Allô? Lucienne, c'est moi. Étienne. Un silence. Étienne? Mon Dieu, où es-tu? Tout le monde pensait que, ton fils a dit qu'il ne savait rien de toi, que peut-être? Je vais bien. Plus ou moins. J'ai besoin que tu m'écoutes. Ne préviens personne pour l'instant. Je dois sortir d'ici calmement. Et j'ai besoin d'aide. Il jeta un œil vers le hangar. J'ai besoin d'aide pour une petite fille. Lucienne se tut quelques secondes. Une petite fille? Elle s'appelle Marianne. Elle m'a sauvé la vie. Elle n'a personne. Je veux la sortir de là. Tu es sûr de ce que tu dis? Plus sûr que de n'importe quoi dans ma vie. Très bien. Envoie-moi ta position exacte, si tu peux. Je n'ai pas les moyens. Mais je sortirai demain matin, vers la route principale, près de l'ancienne usine de cuivre. Celle qu'ils ont fermée il y a des années. Tu t'en souviens? Parfaitement. Attends-nous là-bas. À l'aube. Compris, Étienne? Compris. Je suis contente que tu sois en vie. Il raccrocha sans répondre, puis revint lentement vers le hangar. Marianne l'attendait, adossée au mur, les paupières mi-closes. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai appelé quelqu'un de confiance. Ils vont venir nous chercher demain. Elle fronça les sourcils, sceptique. Tous les deux? Oui. Tu ne dormiras plus dans des hangars. Tu ne fouilleras plus dans les poubelles. Elle le regarda longuement, sans un mot, puis se réinstalla contre le mur. Ne promets pas des choses que tu tiendras pas. Il s'assit près d'elle, le cœur lourd. Chaque mot qu'elle prononçait pesait sur lui comme un bloc de béton. Je ne vais pas te décevoir, Marianne. Pas cette fois. La nuit tomba rapidement sur le désert. Un ciel vaste, criblé d'étoiles, enveloppait la terre dans un silence presque surnaturel. Le moindre souffle du vent, la moindre branche qui craquait, résonnait comme un tonnerre. Marianne s'était recroquevillée, sa tête posée sur son sac usé. Étienne, assis à l'entrée du hangar, gardait les yeux ouverts, le regard perdu dans le ciel. Je n'arrive pas à dormir, murmura-t-elle sans bouger. Moi non plus, soupira-t-il. Et si demain ils ne viennent pas? Ils viendront. Lucienne est fiable. Et si elle m'abandonne? Quand elle verra qui je suis. Ce que je suis? Il tourna la tête vers elle. Ça n'arrivera pas. Mais elle se redressa brusquement, la voix tranchante. Les gens disent toujours ça. Je vais t'aider, tout va s'arranger, fais-moi confiance. Et puis ils disparaissent. Je ne suis pas comme eux. Tu es pire. Tu avais tout, et tu t'es laissé faire comme un chien. Si c'était pas moi, tu serais encore pendu à cet arbre. Et maintenant tu veux jouer au héros? Le silence coupa l'air comme une lame. Étienne avala difficilement sa salive. Son orgueil vibra, mais il ne répondit pas avec colère. Il hocha simplement la tête. Tu as raison. Je me suis laissé prendre. J'ai fait confiance à ceux que je n'aurais pas dû. J'ai oublié de regarder autour de moi. Mais toi, tu n'es pas juste une gamine des rues. Tu as plus de courage que tous les membres de ma direction réunis. Et je ne vais pas te tourner le dos. Elle détourna les yeux. Le silence revint, pesant. Et si tu m'emmènes dans un de ces foyers? J'y suis déjà allé. Ils m'ont enfermé, frappé. Tu ne sais pas ce que c'est. Ce ne sera pas comme ça avec moi. Je te le promets. Tu es riche. Les riches disent ce qu'ils veulent. Et ensuite ils s'en vont. C'est toujours comme ça. Alors laisse-moi te prouver que je peux être différent. Elle ne répondit pas.
Mais elle tendit son sac vers lui. Tiens. Il y a tout ce que j'ai dedans. Étienne le prit avec une lenteur presque sacrée. Ce geste silencieux était plus fort qu'un discours. Quelque chose venait de changer entre eux. L'aube les surprit déjà dehors. Ils avaient quitté le hangar avant que le ciel ne se teinte d'orange. Ils marchaient en silence, longeant le terrain jusqu'à la vieille route qui passait près de l'usine abandonnée. Étienne boitait légèrement. Marianne, elle, avançait d'un pas assuré, comme toujours. Quand ils aperçurent enfin l'asphalte fissuré de la route, Étienne poussa un long soupir de soulagement. Là. Ils s'assirent à l'ombre d'un cactus. Le soleil commençait à chauffer la terre, l'air sentait la poussière et le métal rouillé. 20 minutes passèrent. Puis 40. Tu es sûr qu'elle va venir, demanda Marianne, le front plissé. Oui, répondit Étienne, bien que le doute s'installait doucement en lui. Et puis, enfin, au loin, une voiture noire souleva un nuage de poussière. Elle s'approcha, freina lentement et s'arrêta. Lucienne sortit. Lunettes de soleil, traits tirés, inquiétude palpable. Tu es en retard, lança Étienne. Lucienne jeta un regard à Marianne, puis à lui. C'est elle qui m'a sauvé, dit-il. Elle s'appelle Marianne. Elle vient avec moi. L'officier le fixa, surprise. Son ton ne laissait place à aucun doute. Pourtant, elle s'agenouilla devant la fillette. Tu viens avec lui de ton plein gré. Marianne hésita. Elle était couverte de poussière, les cheveux en bataille, les lèvres fendillées. Elle serra son sac contre elle et baissa les yeux. Il dit qu'il va m'aider. Mais, tout le monde dit ça. Lucienne la regarda avec douceur, puis se tourna vers Étienne, grave. Tu sais ce que tu fais? Ce n'est pas un film, Étienne. C'est une enfant. Tu ne peux pas juste la prendre. Je ne veux rien faire d'illégal. Je veux juste qu'elle vienne avec moi le temps qu'on trouve une solution. Elle n'a personne. Je refuse qu'elle retourne dans la rue. Lucienne croisa les bras, pensive. Il y a des protocoles. Les services sociaux. Les foyers. Non. Coupa Marianne d'une voix forte. Ne me remettez pas là-dedans. Un silence lourd tomba. Lucienne soupira, regardant l'horizon. D'accord. Vous venez chez moi pour ce soir. Mais demain, on fera les choses correctement. Étienne, tu parleras aux avocats. Et toi, petite, tu devras répondre à quelques questions. Marianne acquiesça. Ils montèrent dans la voiture. La climatisation leur donna l'impression de pénétrer un autre monde. Étienne s'enfonça dans le siège, les yeux fermés. Marianne, elle, regardait sans cesse par la fenêtre. La maison de Lucienne était modeste mais accueillante. Une nappe fleurie sur la table, des fleurs fraîches, l'odeur du pain grillé et du café. Marianne avança prudemment, comme si elle s'attendait à être chassée. « Tu peux prendre une douche », dit Lucienne en montrant la salle de bain. « Il y a des vêtements propres derrière la porte. » Elle hésita, puis accepta. Étienne, resté dans le salon, observait une photo encadrée d'une fillette. « C'est ta fille ?» demanda-t-il. « Ma nièce. Ma sœur est morte il y a 5 ans. Je l'ai élevée depuis qu'elle avait 2 ans. Elle est morte dans un accident. Depuis, je me suis habitué au silence. » Étienne hocha la tête sans rien dire. Quelques minutes plus tard, Marianne ressortit. Les cheveux encore mouillés, vêtue d'un t-shirt propre et d'un pantalon trop grand. Elle ressemblait à une autre enfant. Mais son regard était toujours le même, méfiant, en alerte. Lucienne servit du pain, des haricots et un verre de lait. Marianne mangea lentement. Puis, sans s'en rendre compte, finit tout. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sembla respirer un peu mieux. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire de moi ?» demanda soudainement Marianne, les yeux fixés sur Étienne. Il reposa sa tasse sur la table avec lenteur, la regarda droit dans les yeux et répondit d'une voix posée. « Je vais parler à mes avocats. On va entamer une procédure d'adoption, si tu veux. » Un silence tomba. Marianne déglutit difficilement. « Et si ça ne marche pas? Et si on me retire encore? Alors, on se battra. Je ne t'abandonnerai pas. Pas encore une fois. » Lucienne, qui les observait depuis un coin de la pièce, sentit quelque chose bouger en elle, un écho lointain, une corde sensible qu'elle croyait depuis longtemps endormie.
Sans un mot, elle se leva, leur laissant un moment d'intimité. Marianne tourna à nouveau son regard vers Étienne. « Je veux une chambre. Une vraie. Avec une porte qui ferme bien. Sans serrure. Sans cri. Ce sera ta chambre. Avec ce que tu voudras. » Elle inspira profondément. Pour la première fois, elle ne semblait pas sur la défensive. Juste, épuisée. Épuisée d'une vie trop lourde pour ses petites épaules. « Alors d'accord, dit-elle. Étienne esquissa un sourire. Ce n'était pas une victoire. C'était un commencement. Et c'était déjà bien plus qu'il n'aurait osé espérer. Le lendemain commença sous le signe du soin. Étienne se leva tôt, prit une douche, enfila des vêtements que Lucienne lui avait prêtés. Il attendait l'appel de ses avocats. Marianne, elle, restait enfermée dans la chambre, refusant de sortir. Lucienne, une tasse de café à la main, l'observait depuis la cuisine. « Tu es prêt pour ce qui t'attend » lança-t-elle franchement. « Non, » répondit Étienne avec un soupir. « Mais je ne reculerai pas. » Lucienne hocha lentement la tête. « C'est bien. Mais n'oublie pas, on ne gagne pas une bataille légale seulement avec de bonnes intentions. Ce n'est pas qu'une petite fille, c'est une enfant sans papier, sans enregistrement, sans famille connue. Et ça complique tout. Alors on l'enregistrera. J'ai des ressources, des contacts. S'il y a une chose que je sais faire, c'est faire bouger le système quand il faut. Ce n'est pas une affaire, Étienne. Ce n'est pas du business. C'est une vie brisée. Et l'argent ne peut pas réparer ça. » Étienne resta silencieux. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Mais il savait aussi que, pour la première fois, il était prêt à tout sacrifier pour quelque chose ou plutôt quelqu'un qui ne faisait pas partie de son monde d'actionnaires et de bilan financier. En fin de matinée, Marianne sortit enfin de la chambre. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, ses cheveux encore mouillés. Lucienne lui proposa un petit déjeuner, mais elle grignota à peine un morceau de pain. Étienne l'observait, inquiet. « Tu as réussi à dormir un peu » demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules. « Plus que d'habitude. » Étienne sourit, timidement. « Aujourd'hui, on va voir une avocate. Une personne de confiance. Elle va nous expliquer ce qu'il faut faire pour que tu puisses rester avec moi. » Marianne baissa les yeux, resta muette. Mais elle ne protesta pas. Le cabinet de l'avocate se trouvait au cœur de Paris. Blanche Gauthier était une femme âgée, au regard vif mais à l'expression empreinte de douceur. Elle les accueillit avec professionnalisme, teinté d'une légère curiosité. « Donc tu es Marianne » dit-elle en souriant. « Bienvenue, Marianne. » La fillette s'assit au bord d'une chaise, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme une armure. « Nous n'avons pas d'acte de naissance » expliqua Étienne. « Rien, juste sa parole et ce qu'elle a vécu. » Blanche ouvrit un dossier et soupira. « Ça posera problème, mais ce n'est pas impossible. Le premier pas sera de l'inscrire avec un nom complet, une date estimée. Ensuite, il faudra une déclaration formelle d'abandon. »« Je n'ai pas été abandonnée » coupa Marianne d'une voix ferme. « Je suis partie. » Le silence s'installa dans la pièce. Blanche releva la tête et la regarda, sérieuse. « Et pourquoi es-tu partie ?»« Parce qu'on me frappait. Parce qu'on me criait dessus. Parce que personne ne voulait de moi. Alors j'ai décidé de vivre dans la rue. Au moins là, j'étais libre. » Blanche inspira lentement, griffonna quelques notes. « Ça fera partie du dossier. » Étienne, les yeux brillants, sentait en lui une douleur sourde, de colère, de tristesse et de culpabilité. Jamais il n'aurait imaginé qu'une enfant de 7 ans doive choisir entre la violence et le trottoir. « Que devons-nous faire maintenant » demanda-t-il, la gorge serrée. « Nous allons entamer la procédure de garde provisoire. En parallèle, on commencera à réunir les documents nécessaires. Ce sera long et plus difficile que tu ne le crois. Peu importe. Je veux qu'elle soit en sécurité. Et heureuse. » Blanche sourit doucement. « Cela ne dépend ni de moi, ni même des papiers. Ça dépend de vous deux. » Ce soir-là, de retour chez Lucienne, Marianne s'assit à table sans qu'on l'appelle. Elle demanda une seconde portion, rit à une plaisanterie de Lucienne. Et, avant de s'endormir, elle murmura à Étienne. « Je ne sais pas si ça va marcher. Mais, merci d'essayer. »
Il s'approcha d'elle, lui caressa tendrement les cheveux. Ça va marcher. Parce qu'on va le faire ensemble. Les jours suivants furent rythmés par les démarches administratives, les signatures, les rendez-vous, et de longs silences. Étienne et Marianne s'installèrent temporairement dans une maison qu'ils possédaient en dehors de Paris, plus modeste, plus discrète. Il ne pouvait pas encore l'emmener chez lui, légalement. Et il voulait la protéger des regards indiscrets de la presse et de ses employés. Malgré les meubles confortables, la propreté des lieux, la chambre rien qu'à elle comme elle l'avait souhaité, Marianne restait en retrait. Elle passait ses journées enfermée, refusant de parler aux travailleurs sociaux qui venaient, le sourire figé, les bras chargés de formulaires. Un après-midi, Étienne frappa doucement à la porte entr'ouverte de sa chambre. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle était assise par terre, dessinant avec les crayons que Lucienne lui avait offerts. Elle ne répondit pas. « Je peux t'aider avec quelque chose ? » « Je ne veux pas qu'on entre dans ma chambre, » dit-elle sans le regarder. « D'accord. Personne n'y entrera si tu ne le veux pas. Et je ne veux pas qu'on me parle comme si j'étais un monstre. Comme cette dame d'aujourd'hui. » Elle me parlait lentement, comme si j'étais stupide. « Tu ne le es pas. Je le sais. Tu es très intelligente, Marianne. » Elle s'arrêta, releva enfin la tête. « Tu le penses vraiment ? » « Je le pense. Et je pense aussi que tu es incroyablement courageuse. Tu as survécu à des choses que beaucoup d'adultes ne supporteraient pas. » Elle ravala un sanglot. « Je ne veux pas qu'on m'abandonne encore une fois, » murmura-t-elle. Ces mots le frappèrent comme une lame. Il entra dans la chambre, s'assit doucement à côté d'elle. « Je ne vais pas partir. Je ne te forcerai à rien. Je ne te mentirai pas. Si un jour tu ne veux plus de cette vie, tu pourras me le dire. Mais tant que tu m'acceptes un peu, je resterai. » Elle resta silencieuse un instant. Puis, traçant un cercle rouge sur son dessin, elle dit « Je te crois, un peu. » Étienne sourit. C'est déjà un bon début. Quelques jours plus tard, Lucienne revint, accompagnée de Blanche. Elle portait des documents et une nouvelle importante. « Le tribunal a approuvé la garde provisoire », annonça Blanche. « Cela veut dire que Marianne peut désormais vivre avec toi légalement, en attendant que la procédure d'adoption se poursuive. » Étienne acquiesça, profondément soulagé. Marianne, assise à table, semblait perplexe. « Ça veut dire que je suis déjà sa fille ?» Lucienne s'approcha, lui sourit tendrement. « Pas encore. Mais ça veut dire que désormais, personne ne pourra te l'enlever. Et il faut quoi, pour que je sois sa fille, pour de vrai ? Du temps. Des entretiens. D'autres signatures. Et aussi, que tu sois sûr de ce que tu veux. » Marianne regarda Étienne droit dans les yeux. « Et toi, tu veux ça ?» Il ne réfléchit pas une seconde. Plus que tout, en ce moment. Elle baissa la tête, pensive. Puis, dans un souffle presque inaudible, répondit. « Alors, moi aussi. » Lucienne échangea un regard discret avec Blanche. Ce n'était qu'un premier pas. Mais c'était déjà une promesse. Cette nuit-là, Étienne remarqua pour la première fois que la porte de la chambre de Marianne était restée entr'ouverte. Il n'en dit rien. Il s'allongea simplement sur le canapé du salon, une couverture sur lui, au cas où elle se réveillerait. Au cas où elle aurait besoin de lui. Ne sachant pas s'il devait la suivre ou respecter son besoin de solitude, Étienne resta là, hésitant. 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Marianne traversa le couloir en silence, vint s'asseoir face à lui dans le salon. Ses yeux étaient légèrement gonflés, rouges d'avoir pleuré. « On m'a traité de l'adopter », murmura-t-elle. Étienne sentit une boule se former dans sa gorge, un nœud douloureux. « Ce n'est pas grave, » répondit-il d'une voix calme. « J'ai réglé ça. »« Qu'est-ce que tu as fait ? » ?»« Je leur ai dit qu'ils avaient de la chance d'avoir quelqu'un qui les aime autant que moi je t'aime. »« Tu m'aimes, moi ?» demanda-t-elle, incrédule. Un sourire naquit sur les lèvres d'Étienne, un sourire vrai, fier, alors même que ses yeux se remplissaient de larmes. Marianne baissa les yeux, mal à l'aise. « Je n'aime pas pleurer, » avoua-t-elle. « Parfois, pleurer fait du bien. Moi, j'ai assez pleuré quand je vivais dans la rue. Je pleurais seul, et personne n'écoutait. Et bien maintenant, si tu pleures, je t'écoute. » Elle serra les lèvres, se leva comme pour s'éloigner.
Mais Étienne posa doucement une main sur son épaule pour la retenir. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi? Quoi? Que tu n'aies jamais laissé la douleur te rendre mauvaise. Il y a des gens qui, avec la moitié de ce que tu as traversé, seraient devenus durs, froids. Mais toi, tu es restée bonne. Forte, oui, mais toujours bonne. Marianne resta figée. Elle ne le regardait pas, mais elle ne s'éloignait pas non plus. Tu crois qu'un jour, on ne me verra plus seulement comme l'adopté? Peut-être, répondit-il avec douceur. Mais tu sais quoi? Peu importe. Parce que tu n'es pas juste ça. Tu es bien plus. Et avec le temps, ceux qui comptent verront tout ce que tu es. Elle acquiesça lentement. Puis, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras et le serra de toutes ses forces. Étienne l'enlaça, les yeux fermés, le cœur rempli. Ce soir-là, après le dîner, c'est elle qui proposa de regarder un film. Ils s'installèrent sur le canapé, partagèrent une couverture et un bol de pop-corn. Pour la première fois, elle se laissa aller à s'endormir, la tête posée sur son épaule. Étienne ne bougea pas, de peur de troubler cet instant. Tandis que la lumière du téléviseur illuminait la pièce, il comprit que le processus le plus important ne se déroulait ni dans les tribunaux, ni dans les livres d'éducation, ni même dans les dossiers d'adoption. Il était là, dans ce lien invisible, silencieux, imparfait, mais profondément humain. Le jour de l'audience finale arriva sans prévenir. Aujourd'hui, le juge signera la décision, annonça Blanche au téléphone, la voix légèrement tremblante. Si tout se passe bien, Marianne sera officiellement ta fille. Étienne raccrocha, le cœur battant plus fort que jamais. Il monta dans la chambre de Marianne. Elle était assise sur le lit, habillée avec soin, un jean, un t-shirt blanc orné d'un petit chien dessiné, et une veste jaune un peu trop grande pour sa silhouette menue. « Tu es prête ?» demanda-t-il en s'adossant au cadre de la porte. « C'est aujourd'hui » répondit-elle sans le regarder. « C'est aujourd'hui » répéta-t-il doucement. Elle garda le silence un moment, pensive. « Et si je changeais d'avis » murmura-t-elle. Étienne s'approcha, s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. « Si tu me dis que tu ne veux pas, on ne le fait pas. Tu n'as besoin d'aucun papier pour que je t'aime. Jamais je ne te forcerai. » Elle leva les yeux, brillants. « Ce n'est pas ça. C'est juste que, je n'ai jamais aimé mon nom de famille. » Étienne sourit. « Et si on en essayait un nouveau ?» Elle le fixa longuement, avec ce regard d'enfant encore méfiante, mais de moins en moins. « Comment ça va s'appeler, tout ça ?» Marianne Riva, si tu veux, bien sûr. Elle répéta à voix basse, comme pour goûter les syllabes. C'est étrange, mais joli. Le tribunal était froid, aux murs trop blancs. Le juge, un homme âgé au regard sérieux, lisait les documents d'une voix basse et lente. Blanche s'occupait des dossiers. Lucienne était là aussi, témoin de toute cette aventure depuis le début. Sa présence, presque symbolique, rassurait Marianne. Étienne avait mis un costume, sans cravate. Assise à côté de lui, Marianne paraissait nerveuse, balançant ses pieds, serrant dans sa poche une feuille pliée avec une force presque douloureuse. « Marianne, » dit le juge d'un ton grave, « comprends-tu ce que signifie cette procédure ?»« Oui, monsieur. »« Et es-tu d'accord pour qu'Étienne Riva devienne ton père adoptif ?»« Oui, » répondit-elle sans hésitation. « As-tu quelque chose à ajouter ?» Elle sortit alors la feuille de sa poche, l'ouvrit avec précaution et la déposa sur la table. C'était un dessin. Elle et Étienne, main dans la main. Une maison, un arbre. Comme celui qu'elle avait collé dans sa chambre. Sauf que cette fois, sur le toit de la maison, elle avait écrit « Ma famille ». Je ne sais pas bien écrire, mais c'est ce que je veux. Le juge la fixa quelques secondes. Puis, un léger sourire au coin des lèvres, il prit son stylo et signa. Alors que cela soit inscrit dans les actes. À compter d'aujourd'hui, Marianne portera le nom de famille Riva. Étienne, tu es légalement son père. Étienne ferma les yeux. Marianne attendait, le fixant. Il lui prit la main. Merci de m'avoir choisi, ma fille. Elle déglutit avec difficulté et répondit d'une voix douce. Merci d'être restée, cette nuit-là. De retour à la maison, Marianne courut dans sa chambre, fouilla un tiroir, en sortit un petit canif qu'elle contempla longuement. Puis elle se rendit dans le jardin. Là, près de l'arbre qu'Étienne avait planté quelques semaines plus tôt, elle creusa un trou et l'enterra.
Je n'en ai plus besoin, souffla-t-elle. Étienne l'observait depuis la porte. Il ne dit rien. Il souriait. Car dans ce geste simple, silencieux, il savait qu'il n'y aurait plus jamais de retour en arrière. Le nom était nouveau, mais le lien, lui, était éternel. 1 an plus tard, le soleil brillait toujours aussi fort au-dessus de Paris. Mais chez les Riva, la chaleur ne pesait plus sur les cœurs comme avant. Marianne, désormais âgée de 9 ans, était assise dans le jardin. À ses pieds, un chien aux oreilles tombantes, un bâtard qu'elle avait adopté avec Étienne quelques mois plus tôt. Elle l'avait nommé courageux. Parce qu'être courageux, c'est pas ne pas avoir peur. C'est continuer, même avec la peur, expliquait-elle. Étienne la regardait depuis le perron, une tasse de café à la main, une expression paisible sur le visage. Il semblait à sa place. « Papa !» cria Marianne depuis le fond du jardin. « Courageux a volé ma chaussette. »« Il veut juste jouer », répondit Étienne en riant. Elle accourut, les joues rouges, les cheveux en bataille, et se laissa tomber contre lui. « Tu sais ce que m'a dit la maîtresse Rosalie aujourd'hui ? Dis-moi. Qu'elle pense que je lis mieux que la plupart de la classe, et que j'ai du talent pour écrire. Ça ne m'étonne pas. Tu as toujours eu une manière bien à toi de voir le monde. » Elle sortit un papier plié de sa poche. « J'ai écrit quelque chose. Tu veux que je te le lise ? » « Bien sûr. » Elle déplia la feuille et lut à voix haute, d'une voix ferme. « Avant, je n'avais pas de maison. Juste des murs sans affection et des rues sans nom. Mais maintenant, j'ai une chambre, un papa, un chien fou. Et même un arbre où j'ai enterré ma peur. Et même si parfois, le monde me rend en colère. Il ne me fait plus peur. Parce que je sais que si je tombe, quelqu'un me relèvera. » Étienne sentit une émotion intense le submerger. Impossible de parler. Il la regarda seulement, les yeux brillants. Marianne, fière, lui demanda. « Tu as aimé ? C'est la chose la plus belle que j'ai jamais entendue. » Elle replia le papier et le lui tendit. « Garde-le. C'est pour toi. » Il le glissa doucement dans la poche de sa chemise. « Je le garderai, toujours. » Ce soir-là, avant de dormir, Marianne sortit discrètement dans le jardin. Elle s'assit devant le jeune arbre qu'Étienne avait planté. Dans ses mains, une petite boîte. À l'intérieur, une photo offerte par Lucienne, prise lors de sa première audience avec Étienne, un dessin où elle avait écrit Marianne Riva avec des lettres maladroites, et une bague en plastique que son père adoptif lui avait donnée le jour de leur première sortie. Elle creusa doucement un trou sous l'arbre et y déposa la boîte. « C'est pour ne jamais oublier d'où je viens. Mais aussi pour que tout ça reste ici, et que je puisse continuer à grandir. » Elle murmura ces mots à la terre, comme si elle lui confiait un secret. Quand elle revint, Étienne l'attendait à la porte, une couverture à la main. « Prête à dormir ? » ? « Oui. Ce soir, je vais bien dormir. »« Et pourquoi ça ? » ? « Parce que je sais que je suis chez moi. » Étienne éteignit la lumière du couloir, ferma doucement la porte de sa chambre. Et pour la première fois depuis longtemps, la nuit fut paisible. Une nuit. Une simple nuit. Mais pas n'importe laquelle. Une nuit paisible, sans peur, sans ce silence pesant et triste que l'on connaît trop bien. Une nuit enveloppée de chaleur humaine, de rires discrets, de regards échangés sans mots, une nuit comme il en existe peu, une nuit en famille. Une vraie. Pas une famille parfaite, non, mais une famille réelle, bancale parfois, maladroite souvent, mais soudée, entière. Complète. C'est tout ce que cherchait Marianne, sans même savoir que cela lui manquait. Et c'est tout ce qu'Étienne, malgré ses doutes et ses cicatrices, a fini par lui offrir. 2 âmes cabossées qui se sont trouvées, non pas par hasard, mais parce qu'au fond, elles se cherchaient depuis toujours. 2 êtres que la vie avait mis à l'épreuve, et qui, sans bruit, ont choisi l'amour. L'amour dans sa forme la plus humble, la plus humaine, celle qui accueille, qui pense, qui tient bon, même quand c'est difficile. Si cette histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, si elle a trouvé un écho dans un coin de votre cœur, alors dites-le nous. Partagez avec nous ce moment, cette émotion, ce frisson qui vous a traversé. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a bouleversé dans la transformation de Marianne, dans la patience d'Étienne, dans leur combat silencieux pour se construire une vie qui leur ressemble. Vos mots sont précieux. Chaque avis, chaque ressenti nous permet de mesurer à quel point une histoire, même racontée à travers un écran, peut faire vibrer des cœurs.
Nous adorons lire vos témoignages, vos émotions, vos larmes parfois car chaque commentaire nous rappelle que derrière chaque écran se cache un cœur qui écoute, qui comprend, qui vibre. Et si vous avez été ému par cette fin, alors montrez-le. Un simple like peut sembler anodin, mais il dit tant, oui, j'ai ressenti quelque chose. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Offrez-la à ceux qui, aujourd'hui, ont besoin d'un peu d'espoir. À ceux qui croient que l'amour est loin, que la vie ne changera jamais. Montrez-leur que même sur les chemins les plus arides, les plus incertains, il est encore possible de croiser une main tendue, un regard sincère, une seconde chance. Si ces récits vous inspirent, si vous voulez continuer à découvrir des histoires vraies, intenses, profondément humaines, des histoires où l'amour et le courage transforment même les ténèbres les plus denses, alors abonnez-vous. Activez la cloche. Ne manquez pas la prochaine histoire. Elle pourrait bien être celle qui vous ressemble le plus. Et surtout, dites-nous, d'où nous regardez-vous? D'un coin reculé de campagne, d'une grande ville animée, d'un autre pays peut-être? Chaque lieu, chaque point sur la carte, rend cette grande famille un peu plus belle, un peu plus vaste. Merci de faire partie de cette aventure.